Les humoristes ont deux sujets préférés, l'humour et eux-mêmes. Bienvenue à notre épisode de Donc voilà quoi, le podcast où je parle avec mes potes comiques. Aujourd'hui je suis avec Marine Barfson. Et en fait Marine et moi on s'est rencontrés pour la première fois il y a au moins 4 ans à un plateau un peu bizarre dans le 7e ou 15e par là. Donc c'est pas très étonnant que c'était un peu bizarre. On était devant, je pense, de genre 250, 300 personnes et on a tous les deux fait un énorme bide. C'est là on s'est rencontrés et on se disait « tu dois être quelqu'un de drôle ». Donc c'était un vrai plaisir d'avoir une excuse de parler avec la charmante Marine Barfson. Bonne écoute. T'as un commentaire sur le microphone Non, je trouve qu'il est très chic. D'accord, parce que presque chaque te fait une réflexion. Chaque podcast, il y a quelqu'un qui fait la personne fait une réflexion et je suis on dirait un truc, tu sais, pour faire les eaux gazeuses là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a des boutons bizarres un peu, c'est rétro. Ouais, voilà, c'est un peu rétro justement. Je trouve c'est beau. C'est beau. C'est chic. Et surtout ça marche. Et ça c'est le plus important. Surtout ça marche. Et c'est chic, c'est drôle. Et donc t'es venu quand à Paris? C'était quand? C'était il y a 7... j'ai 27, genre 28, j'avais 20 ans, 20 ans. À la fin, ouais. Quand t'avais 20 ans? Ouais, à peu près, ouais. Parce que t'as 28, t'as dit? 27, genre 28, ouais. Oui, quand? je sais. Le 5 mars. 5 mars? Oui. D'accord. Pourquoi tu demandes ça? Non, c'est parce que tu dis, tu vas avoir, c'est pas bientôt, t'as un mois un peu. Ouais, je sais, mais en fait, c'est bizarre. Tu penses depuis que j'ai 27, tu sais que je dis que j'ai 28, c'est très bizarre. Plein de gens font ça. Je sais pas, ça doit être 27, ça doit être dur à dire. 27, 28, 27, 28. Ouais, toi qui es expert de est-ce que c'est dur à dire ou pas? Les deux sont durs. Les deux sont durs. 28, tout est dur. Ok, 28. Non, mais ouais, non, je sais pas, 28. Ça me fait bizarre, j'ai l'impression. T'es jeune? Ouais, je sais pas. Oui, t'es jeune. T'as quel âge, toi? 34. 34 ouais. Ah ouais. Ouais, tu vois. J'étais à 6 ans, quand même. Ouais. Ouais, bah moi j'ai l'impression que ça fait longtemps. Maintenant j'ai honte en fait. Tu sais, quand les gens ils me demandent depuis combien de temps je fais ce métier-là, ouais. Ça fait longtemps que vous faites ça. Et maintenant je dis je sais, en fait, parce que ça fait longtemps et en même temps j'ai l'impression de pas trop savoir. Et je sais que je suis venue à Paris pour faire ça, mais on peut pas vraiment dire que je faisais ça. C'est bizarre cette question parce qu'on est partagé. Parce que soit t'as envie de dire beaucoup parce que ça commence à faire. Ouais. Mais aussi quelque part t'as honte si c'est trop. Tu peux pas dire t'as fait ça depuis 10 ans. T'es pas encore gamin. Et c'est ça. Il y a un vrai côté où les gens disent c'est bien, c'est un bon début. Mais un début de quoi? Ça fait 7 ans. Et du coup c'est assez drôle du coup de voir. Et en même temps c'est drôle aussi de voir d'autres gens, genre Stéphane Bach, c'est marrant quoi. Ouais. Tu vois, d'avoir d'un coup des gens où tu te dis oui, moi ça fait longtemps par rapport à Stéphane Bach, c'est sûr que moi ça fait longtemps. Ouais, Stéphane Bach avait 8 ans quand j'ai commencé. Non, je me rappelle la première fois que j'ai entendu parler de Stéphane Bach, c'était quand je bossais encore avec Shirley, donc c'était il y a très longtemps, je pense il y a au moins 4 ans ou 5 ans. Et je bossais encore avec Shirley et il y avait Navo et on était chez Navo. Ouais. Et c'est drôle aujourd'hui que Stéphane... voilà ce qu'il fait aujourd'hui, c'est drôle. Ouais, en fait, j'ai vu que je connaissais avant qu'il a fait tout le truc sur Canal. Ouais. Là, ça fait quoi, un an et demi qu'il a fait des trucs au Canal. Ouais. Mais il fait quoi depuis? J'ai pas vu. Il est à la radio tous les soirs. Ah oui? Ouais. Sur quelle chaîne? Sur Virgin Radio. Ah d'accord. Et il est à la télé. Il est avec comment il s'appelle avec Ruquier là, dans l'émission Pour tous. Ah d'accord. Et puis il est sur plein de plateaux de ouf. Il fait plein de trucs de ouf si tu veux. Ouais. Et c'est top pour lui. Mais c'est marrant de voir qu'en fait ce mec là, j'ai passé un nouvel an avec lui, il avait 15 ans. Ouais. Et qui me posait des... Tu vois, c'est drôle, tu vois, de voir aujourd'hui comment d'un coup très vite ça peut prendre pour certaines personnes ou pas. Ça peut être vraiment le jour au lendemain. Voilà, c'est ça, c'est vraiment... le jackpot, on a l'impression qu'on gagne le jackpot. Mais t'as pas cette impression? Moi j'ai l'impression d'être dans une machine à popcorn. Ouais. Je te jure, c'est vrai. C'est-à-dire que j'ai l'impression on est tous là que d'un ça coup, chauffe, que tu sais, t'es là et tu te dis, tu sens que d'un coup, et tu regardes les gens et donc tu fais d'accord, hop. Ouais, il a gonflé. Tac, c'est devenu un popcorn et toi t'es encore un petit maïs et tu fais allez. Il y a un vrai côté comme ça, mais en même temps c'est cool, tu vois, mais c'est drôle, cette sensation-là. Et je sais pas si t'as cette sensation, mais il y a plein de nouveaux déjà, il y a encore une nouvelle génération. Moi j'avais l'impression de faire partie de la nouvelle génération, tu vois. Ouais, non mais il y a encore un même nouvel... par rapport à Yacine, tu vois, un mec comme Yacine Bellous, moi je le regardais en me disant c'est la génération au-dessus, tu vois. Et en fait finalement maintenant il y a une génération en dessous de moi. Et si tu veux, c'est drôle de se rendre compte de ça, alors qu'en fait c'est rien, c'est juste qu'on a commencé 2 ans ou 3 ans plus tard, tu vois. C'est tout. Mais il y a un vrai côté où tu sais ça fait une différence. On voit vraiment les générations et c'est ça qui est. Et je me rends compte, j'ai fait quelques plateaux récemment, plus de genre quelques scènes ouvertes.
Et je me rends compte, il y a plein de gens que je connais pas encore. Ouais, c'est ça. Vraiment, moi, une nouvelle génération. Parce que je fais plus de plateau, moi. Enfin, j'ai l'impression de. Ouais, ça fait un moment aussi pour moi. Qu'on fait plus. Enfin, moi, en tout cas, j'ai plus l'impression. Et je me dis, c'est dommage. Parce que quelqu'un comme Marie Desrolles. Ouais. Marie, elle connaît tout le monde, elle fait plein de plateaux. Il y a eu un moment où en fait, Marie, elle arrive, si tu veux, à garder. À rester, tu sais, elle bosse, tu sais, je sais pas comment dire, elle va sur les plateaux et elle connaît du coup tout le monde et elle est très au courant de tout. Ouais. Et moi j'ai l'impression d'être larguée alors que pourtant j'aurais bien besoin de faire des plateaux pour remplir ma salle, tu vois. Ça aide, ouais. Je sais pas les plateaux en fait. Ça te fait travailler, mais je sais pas si. Je sais pas. Ça te fait de l'endurance. Je pense que ça dépend lequel. Je pense qu'il faut après un moment faire un choix, mais je pense que ça aide surtout pour te garder en forme. Tu vois, c'est un peu comme un sportif. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est notre exercice aussi. Oui, c'est sûr. Dans le sens que si tu as 1 heure et tu aimerais vraiment bosser ton heure, des fois un plateau, un passage de 5-10 minutes, et c'est limité comme ça peut t'aider. Après un moment, tu vois, tu peux cartonner 5-10 minutes, mais si tu as un problème pendant 1 heure, après un moment... Là, mais c'est drôle parce que nous on s'est vu au Bordel Club la semaine dernière, lundi. 2 jours. Et il y a un vrai truc où du coup je fais plus de plateau et j'en fais une fois de temps en temps et j'aime bien aller par exemple au Bordel Club, j'aime bien. Et moi tu sais j'ai un 5 minutes qui est calibré et je suis là, où j'aille je sais que ça va marcher. Des fois ça marche pas mais en tout cas maintenant je suis 90% de fois ça marche. Et là je me suis dit tiens je vais faire autre chose. Et en même temps j'avais super peur, parce que c'était très stand-up. Je suis passée après Lenny qui a fait une espèce de carton mais intersidéral et j'avais super peur parce que du coup moi je sentais que moi j'ai moins de vannes, je suis moins sur de la vanne, j'ai l'impression de faire un stand-up féminin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, plus doux, tu vois, genre j'ai pas des vannes mais tu sais des petits trucs qui font regardez c'est marrant, des chutes qui sont plus subtiles. Je sais pas si c'est plus subtil parce que c'est pas forcément vrai, c'est juste que c'est c'est moins. Disons que j'ai moins de vannes, je suis moins une fille qui fait. Moi, j'écris pas des vannes. Donc comment tu les créerais ? C'est quoi la différence alors ? Entre... Ouais, le stand-up masculin et le stand-up féminin. Je sais pas si c'est juste... Je vois ce que tu veux dire, mais j'aurais du mal à l'écrire. Mais je sais pas, c'est pas forcément ça, parce que par exemple, quelqu'un comme Bérangère Krief, elle a vachement de vannes. Oui. Donc c'est pas forcément l'histoire de féminin, masculin. Beaucoup. Oui, mais ça c'est n'importe qui joue beaucoup. Non, pas forcément. Enfin, il y en a plein qui jouent beaucoup. Kian Kojandi joue beaucoup. Oui. Seb Melia, il joue beaucoup aussi, tu vois. En fait, c'est pas, quand je dis féminin, c'est pas vraiment le genre je suis une fille, c'est un garçon. C'est un truc du genre. Pour moi, il y a un stand-up qui est un stand-up de vanne, si tu veux, et il y a un stand-up qui est plus. Qui est plus doux, je sais pas comment dire, qui est moins, enfin, en l'occurrence c'est peut-être parce que je dois faire un complexe ou je sais pas, mais moi je sais que j'ai pas l'impression de faire des vannes, j'ai du mal à avoir j'écris pas des vannes quoi. J'écris des trucs qui sont marrants, enfin que j'essaye, enfin que je trouve marrants, mais sans avoir forcément de chute ou sans forcément avoir de tu vois, d'impact. Donc tu veux dire que peut-être féminin, dans ce que tu veux dire, c'est une question plutôt de personnage qui est drôle, au lieu de quelqu'un qui essaie de vraiment avoir une vanne chute. En fait, je pense que si je te dis féminin, là, c'est juste parce que concrètement, je me suis vraiment dit ça lundi, c'est juste parce que j'étais la seule fille du plateau et que j'avais vraiment la sensation de pas avoir des vannes. Mais je pense que c'est vraiment, je pense que quand je dis féminin, c'est pas parce que tu sais, on nous pose beaucoup la question à nous les filles alors, est-ce qu'il y a un humour féminin ? Je crois pas, en fait. Enfin, je crois pas. Mais par contre, oui, là, je me suis rendu compte effectivement que ce que je faisais n'était pas le truc van. Et du coup, je me suis dit comme il y a que des garçons et je suis la seule fille, ça doit être plus féminin. Mais c'est pas le bon mot. Je sais pas comment te dire. Après, je sais qu'il y a des trucs, tu sais, il y a des gens ils disent il y a du storytelling, il y a du truc. Moi, je sais pas, j'arrive pas à me. Mais t'as l'impression que ce que tu faisais, c'était du storytelling ? J'en sais rien parce que j'arrive pas encore à situer ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Tu sens une différence, mais tu sais pas pourquoi tu sens cette différence. Ouais, j'arrive pas. Mais c'est. Pour moi, c'est juste que j'ai pas de vanne forte. J'en ai. Mais quand je t'ai vu, j'avais pas cette. C'est punchline en fait le mot que je cherchais. J'ai pas beaucoup de punchline. J'en ai, mais j'en ai pas beaucoup. Et c'est pour ça que lundi, par exemple, j'avais un peu peur parce que je suis arrivée sur scène et je me suis dit, il a fait tellement des cartons avec des punchlines de ouf. Moi, c'est pas ce que j'ai. Et donc du coup, j'y suis allée vachement agressive, vachement en énergie en me disant, mets tout ce que t'as sur ce que t'as. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, finalement, je sais pas si finalement c'est pas mon univers et c'est pas moi et j'ai beaucoup plus de difficultés et en même temps je me dis c'est comme ça qu'il faut arriver pour les attraper ces gens-là le public parce que c'était ça qu'il avait envie d'entendre. Mais t'as un charme. Oui mais ça n'a rien à voir avec la scène.
hors scène et sur scène. Merci. T'as du charme. Donc, est-ce que c'est ça la différence? C'est-à-dire un homme peut être très drôle sans être charmant, forcément. Oui. Gad Elmaleh est très charmant. Oui, bien sûr. Mais il y a plein de stand-uppers qui peut être très drôle sans être charmant. Oui. Tandis que, est-ce que tu penses que... Ah oui, moi je pense que j'ai un côté... Je pense que j'ai un capital sympathie. Si c'est ça dont tu parles, j'ai un vrai capital... Je pense que j'ai un capital sympathie. Mais ça, c'est un des premiers... Tu sais, moi j'ai pris des cours au Théâtre Le Bout. Ouais. Et alors, il y a un moment Ouais, bah c'est quand je suis arrivée à Paris, j'avais 21 ans, 21, 22, tu vois. Donc c'était à l'époque où j'ai commencé, il y a très longtemps. et en fait, finalement, il y a plein de gens qui me demandent est-ce que cette école est bien ou pas. Je crois que moi, ce que j'en ai retenu le plus, c'est mes 2-3 premiers cours. Ouais. En fait, où c'était Christophe Zinc qui était prof et il nous a dit qu'il fallait être conscient de ce qu'on était et de savoir si on avait un capital sympathie ou pas, et en fonction de ça d'adapter notre jeu, parce que si t'es sympathique, par exemple, et moi je me suis rendu compte moi je pense que j'ai un capital sympathie, je suis ronde, je souris beaucoup, tu vois, il y a un côté comme ça très elle est ronde, elle est sympa, il y a vraiment ce côté là, et je pense que il y a des trucs que je peux dire et que les gens diront toujours c'est pas vulgaire. Alors que des fois, franchement, je le suis vraiment. Et c'est assez drôle. Souvent, ça revient. Et il y a plein de gens qui, dans les critiques Biréliques et tout, les gens disent c'est pas vulgaire et tout. Mais sauf qu'en fait, parfois, si, vraiment. Ouais. Mais j'ai juste le côté où on se dit elle est pas vulgaire. Mais c'est un talent. C'est un talent. Non, je pense pas que ce soit un talent. Je pense pas que ce soit dû à moi. Je pense que c'est dû à ce que je suis. Mais c'est pas quelque chose que je travaille. Non, mais je veux dire que c'est un talent de savoir que tu peux dire quelque chose de vulgaire et que ça semble pas vulgaire. C'est-à-dire que parce que tu as un capital sympathie, tu peux ne pas être vulgaire parce que justement tu dirais mais ça colle pas avec mon côté sympa. Mais justement tu sais que tu peux, en anglais on dit get away with, tu vois. Oui, aller au-delà du truc, quoi. De profiter du fait que tu peux dire des conneries. Comme moi aussi, je peux dire un mot vulgaire avec mon accent charmant, ça passe beaucoup plus facilement. Ça, bien sûr. Et donc il faut savoir. Après tu le calcules, après tu peux calculer. Oui. Si tu veux, par exemple, moi quand je fais mon truc où je dis à un moment, pour moi ce qui est pas une très très grosse ni bonne vanne, mais en tout cas c'est quand je dis et là vous êtes en train de vous dire quand je dis que normalement je devrais me sentir adulte et là vous êtes en train de me dire Marine, t'as quand même 27 ans, tu payes ton loyer, enfin pas beaucoup parce que t'es comédienne, tu te maquilles quand t'as non pas le loyer, tu payes tes impôts, pas beaucoup parce que t'es comédienne, tu payes tu te maquilles quand t'as un rendez-vous, enfin pas beaucoup parce que t'es pas une pute. Juste, c'est le premier gros mot que je dis du spectacle et c'est un mot pour moi qui a un impact assez fort pour moi, tu vois, c'est pas n'importe quel, et je sens que ça fait rire les gens parce qu'ils sont surpris, pas tant de ce que, parce qu'ils sont surpris que j'aille vers là, mais même par exemple en ce moment j'ai un sketch sur une éjaculation faciale, je te jure. Je joue devant ma grand-mère cette semaine, je vais être ravie, mais si tu veux, il y a peut-être d'autres meufs qui sont plus jolies ou plus sexuées, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en tout cas plus où tu te dis plus elle je la baiserais, tu vois. C'est horrible parce que la façon que j'ai de parler, vraiment, tu vois, mais j'ai un capital sympathique. Ça passe. Non mais si tu veux, moi j'ai vraiment le côté c'est la copine, tu vois, et j'ai moins ce côté elle, exactement, tu vois, et je pense que du coup le fait d'un coup ça surprend, et donc du coup les gens disent c'est pas vulgaire parce que c'est pas ce que j'inspire en fait. Tu vois. Est-ce que t'as l'impression que tu plais plus aux femmes ou aux hommes dans le... aux hommes, aux femmes pardon, je pense. Aux femmes. Mais je pense que c'est un truc que tu peux c'est un truc que je dois travailler, mais parce que j'ai l'impression que du coup je suis une fille, donc du coup ça va plus parler aux filles. Oui, je dis pas femme encore, je dis fille. mais je me rappelle, on a fait un plateau avec Anne-Sophie Girard il y a assez longtemps, et je me rappelle d'un truc, c'est que c'était un concours, et en fait à la fin le président du jury était venu nous voir, et moi il m'avait dit mais toi t'es une comédienne, et en gros il nous avait dit tous les deux la même chose, qu'on était comédienne, et il était venu me voir, il m'avait dit mais toi tu devrais faire des pièces, tu devrais jouer dans des pièces de Marivaux, tu devrais faire la servante, en gros je devais faire la servante dans Marivaux, tu sais, la petite grosse qui est sympa, et il avait été voir Anne-Sophie, il lui avait dit mais
c'est pas facile de faire rire quand on est belle. Tu vois, et pour moi, c'est exactement le même principe de qu'est-ce qu'on est et d'un coup, qu'est-ce qu'on inspire aux gens. Ouais. C'est-à-dire que d'un coup, moi, je suis ronde et je souris beaucoup, donc je dois faire la servante dans du Marivaux. Ouais. Et Anne-Sophie Girard, qui est grande et jolie et lancée, etc. Et ben elle, on se dit, oh là là, c'est plus dur pour elle parce que vraiment, elle est jolie. Et tu vois, il y a un côté où tu fais, bah en fait, moi, toutes les deux, on était sorties en disant, mais dis-nous autre chose que ça, en fait. Ouais. Mais je sais pas si je suis dans le thème de ce qu'on se raconte, mais. Si, complètement. Déjà, il n'a pas un thème. Oui, non mais d'accord, mais si tu veux, je me rappelle que et toutes les deux on s'était sortis du truc en disant non mais. Donc, à ton avis, t'as senti, c'était un homme qui t'a dit ça. Ouais, c'était un homme. Ouais. T'as l'impression que ce milieu est sexiste? non, mais je veux dire. Non, c'est pas le milieu qui est sexiste, parce que c'est pas forcément lui. Lui, c'était un mec, et c'est pas forcément tout un milieu qui est sexiste. Non, c'est pas. Je veux dire que le point de vue, le regard qu'on a est un regard plutôt masculin, c'est-à-dire ce milieu est géré plutôt par les hommes, oui, ça, pour l'instant, même s'il y a plein de femmes, oui, mais enfin, que tu as l'impression que les femmes sont plus rapidement mises dans un case que les hommes, basés sur leur physique. Oui, je pense qu'il y a de ça, effectivement. Il y a un peu de ça. Après, je pense pas forcément que ce soit un milieu disons qu'en fait, pour moi, par rapport à ce que je te disais, c'était pas le milieu qui était sexiste, c'était de manière générale le monde qui disait. Mais ça, c'est pareil pour tout, hein. Mais ça, c'est vraiment, je trouve, c'est ce que tu dégages en fait, en être conscient, et ça n'a pas forcément de rapport avec le sexisme ou pas. Oui. Après, est-ce que le milieu est sexiste Mais est-ce que tu as l'impression? Moi, j'ai pas l'impression qu'une femme après un plateau allait venir me voir avec un autre mec en disant toi t'es beau, tu devrais faire ça, toi t'es moins beau, tu devrais faire un autre. Je pense que c'est un homme seulement qui oserait dire ça à une femme. Je pense que des femmes peuvent le dire à d'autres femmes aussi, mais ça c'est effectivement c'est peut-être le monde qui est comme ça. Après je sais pas, mais je suis pas très je suis pas le féminisme, parce que du coup il y a. Non, je parle pas forcément. Il y a plein d'humoristes, effectivement, de filles qui disent que ce milieu est sexiste et tout. Moi c'est pas un truc dont je me rends compte vraiment, parce que c'est pas quelque chose auquel je fais particulièrement attention. Oui. C'est pas un truc. Même dans ma vie personnelle, si tu veux. Mais ironiquement, c'est une des premières choses que tu m'as dit. Que lundi soir, tu étais la seule fille. J'étais la seule fille. Et t'as senti une différence. Parce que d'un coup, t'es la seule. Ouais. Il y a un côté comme ça. T'es la seule. Mais tu peux. C'est comme le sol juif, le sol noir. Dans un plateau, il n'y a pas le sol. C'est ça. Soit tu le remarques et tu fais en fonction, soit des fois c'est possible que je sois le seul juif, mais c'est pas quelque chose que je remarque. T'es juif? Tandis que voilà. Tandis que là t'as remarqué. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est difficile à ignorer. Tandis qu'il y a plein d'autres choses. Oui, mais même dans des plateaux féminins, enfin même donc finalement que dans des plateaux féminins, tu trouves toujours, en fait je crois que c'est vraiment notre truc d'humoriste, c'est de trouver en quoi on est différent des autres. Et moi sur un plateau que féminin, je me dis je suis la seule grosse, et c'est pas je sais pas, je crois qu'en fait tu cherches toujours à savoir où t'es différent des autres, parce qu'il faut bien être différent des autres. Après c'est bien vu, parce que moi je suis complètement là. Je pense que c'est notre boulot, consciemment inconsciemment. J'ai l'impression qu'on cherche toujours comment je peux être différent des autres, et comment d'un coup c'est une force. Mais comme toi, le fait d'être américain en France, un humoriste américain en France, t'as tout de suite le truc où les gens se disent oh, c'est un américain qui parle français, il est forcément extraordinaire, puisque le mec il est américain, tu vois, et je pense qu'il y a ce truc là, et moi c'est pareil, souvent je suis le côté grosse, et il y a plein de gens qui me disent arrête de parler de ça, arrête de parler du fait que t'es grosse et tout, parce que c'est bon, on a compris tout. En fait j'en parle pas tant que ça dans mon spectacle. C'est juste que c'est un truc qui aujourd'hui est un gros mot. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un joli jeu de mots là, mais. Ah oui, merci. J'avais même pas fait gaffe. Mais non, mais si tu veux, aujourd'hui c'est un gros mot d'être gros, et du coup, quand je parle de ça, les gens ils font oh, mais en fait quand je parle de mon surpoids, potentiellement c'est parce que ça peut toucher des gens. Et je sais que quand je dis à quelqu'un, à un moment tu sais, je dis est-ce qu'il y a des gros dans la salle, et des fois il y a des gens qui applaudissent, et tu sens qu'il y a une espèce de soulagement. C'est clair. Parce que d'un coup de dire gros, et après il y a des gens qui applaudissent, et jamais je dirais à quelqu'un mais t'es pas grosse toi. Enfin, parce qu'en fait c'est aussi dans la tête, c'est pas que ça, mais c'est aussi dans la tête, et du coup je suis pas dans le jugement, je suis juste dans le fait en fait. Je fais, c'est un fait. Mais ce que tu fais, j'ai jamais vu ton spectacle en entier, j'ai vu plein de passages, mais
Je sais pas si, sûrement à travers les vannes, tu exorcises quelque chose pour les gens dans le public. Et ça c'est à mon avis un de nos boulots principaux. Oui. C'est-à-dire de donner une espèce de soulagement à notre public, de parler des choses qui sont un peu tabous. Oui, non, bien sûr. Si tu fais ça, c'est bien magnifique. sûr. En soi, c'est de la politique finalement. Mais c'est ça, politique sociale. Oui, si c'est tu ça. veux. C'est ça. Non, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, j'étais à Grenoble la semaine dernière et il y a une dame qui me disait. On parlait d'une vanne où je disais que du coup, je parle des tatouages et tout et je dis qu'il y a beaucoup de gens qui se font tatouer des prénoms, etc. Et je me dis peut-être que en sortant du spectacle, vous aurez envie de vous faire tatouer Marine et avec la date du spectacle Marine 2014. Et je dis faites attention, on pourrait croire que vous votez Front National. C'est à vos risques et périls. Et en fait, il y a quelqu'un qui est sorti en me disant mais on savait pas. Ils étaient embêtés parce qu'ils savaient pas trop où je votais. Ouais. Et par cette vanne, ils avaient l'impression de comprendre des trucs, en même temps pas trop. Et moi, j'ai fait attention. Dans cette vanne, j'ai vraiment pesé les mots parce que j'ai pas envie de faire de politique sur scène. De politique concrètement de la politique. Il y a ce que je pense, c'est-à-dire de dire là concrètement, c'est ça. Franchement, on va penser que vous votez Front National et c'est chaud, tu vois. Et parce qu'en plus, moi, j'ai un complexe par rapport à ça. Juste je m'appelle Marine. D'accord, je m'appelle Marine, je suis bretonne, tu vois. Il y a un côté où vraiment tu sens que c'est un détail, mais tout le monde m'embête avec mon prénom. Tout le monde me dit tu t'appelles Marine, c'est pas facile. Ouais, je m'appelle Marine. Et mes parents sont pas non plus tu vois, et c'est systématiquement ça. Et en fait du coup et quand j'ai écrit cette vanne à la base, je voulais dire on va penser que vous êtes raciste. Et c'est un détail, mais j'ai pas envie de parler de ça. Ouais. J'ai pas envie de pointer du doigt certaines personnes, ou j'ai pas envie de. Et pourtant, c'est ce que je pense. Mais j'ai pas envie de le faire. Tu t'as pas envie de le faire directement, en fait. Oui, voilà. C'est-à-dire que je préfère dire, c'est à vos risques et périls. Ouais. On peut penser que vous êtes... je suis en train de faire... On peut penser que... Elle montre son bras. Exactement. Ça, c'est pareil. C'est un truc dans mon spectacle. J'ai fait gaffe, en fait. Mais... je sais plus ce que je disais, mais voilà. T'as pas envie de le faire directement. Voici message politique. Voilà, j'ai pas envie de dire ça c'est un message politique et vous êtes raciste si vous votez Front National. J'ai envie de dire on peut penser que vous votez Front National et déduisez-en ce que vous en avez envie. Et c'est autre chose. Moi je suis le même genre. Parce que et puis surtout parce que j'ai aucune connaissance politique, etc. Et en plus, ce qui était drôle en fait, c'est que moi j'étais assez persuadée que en sortant de scène, les gens pouvaient savoir où je votais. Parce que j'avais l'impression de parler de choses qui étaient en fait, je parle pas d'idées, je parle de valeurs, j'ai l'impression en tout cas. Et en fait les gens ils savaient pas. Mais est-ce que t'as l'impression que le public se pose cette question vraiment? C'est parce que j'en ai discuté la semaine dernière avec les gens et je m'étais pas posé la question avant. Donc, du coup je t'en parle parce que je me suis dit c'est l'occasion, il y a le micro. Non, parce que ça m'étonne à quel point parce que j'ai parlé, je pense avec Alex Vizorek, c'était avec lui, il disait souvent je me pose la question pour qui cette personne, cet humoriste ou moi aussi ça me vote, et je réfléchis pas à ce genre de questions. Moi ça m'arrive de penser ça. Mais comme je me pense plein de questions sur plein de gens bizarres, enfin plein de. Peut-être c'est un truc un peu plus français, je sais pas, parce que vraiment. Jamais quand je regardais un stand-upper, je me posais la question est-ce qu'il a voté pour Bush ou tu vois. Des fois c'est évident parce que si c'est un humoriste politique, mais peut-être la France est plus engagée que les États-Unis. Je pense d'une manière c'est pas facile. Mais ok, non c'est. Je sais pas, mais peut-être parce que je pense que peut-être qu'aux États-Unis, ils parlent pas d'idées politiques précises, ils parlent pas de faits politiques, ils parlent, comme je te disais, de valeurs ou de ou de. Après, j'ai assez peu de culture, j'ai assez peu de culture humoristique américaine. C'est un truc que je découvre. Tu sais, quand t'arrives dans le milieu, tu sais, t'as tout le monde qui dit ah là là, il y a machin et Ricky Gervais, c'est pas extraordinaire. Mais comme l'a fait en 2002 dans son spectacle Louis C.K. et moi je connais personne. Je suis nulle, j'ai aucune culture. Moi j'ai été élevée, si tu veux, avec Muriel Robin, Pierre Palmade et voilà. En fait, voilà, c'est ça. Et à un moment. C'est qui voilà. C'est ton spectacle. C'est ton podcast. Mais non mais et c'est tout. Et en fait du coup moi j'ai pas du tout eu cette curiosité d'aller voir, et même pendant longtemps en fait je trouvais ça assez chic de dire je sais pas, je connais pas.
Et je commence à aller voir parce que je commence à comprendre un peu mieux l'anglais, ce qui n'est pas encore une chose aisée, mais en tout cas j'essaye. Ouais. Et parce que c'est intéressant, puis surtout c'est bien au bout d'un moment de pouvoir dire... Et puis parce que surtout il y a le côté aussi où tu te dis que les Américains ont tout fait. Et tous les sujets que tu peux aborder, tu les retrouves dans tous les spectacles et tu fais je me sentais originale. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais non, c'est vrai, c'est tellement fort. Non, mais et donc du coup, et puis à force, si tu veux, j'ai l'impression qu'il y avait les quatre, Seinfeld, je sais pas comment on dit. Ouais, Seinfeld, Louis C.K., Ricky Gervais et Chris, voilà. Où on te dit, faut que tu choisisses, on te demande d'avoir un préféré, tu sais, c'est un peu comme dans une série télé, tu sais, on te dit alors lequel tu préfères. Il y a un peu ce côté-là dans les humours. Et moi, tu vois, il y a pas de. Si, je me suis rendu compte il y a pas longtemps parce que justement. Verino, je sais pas si t'as fait un podcast avec Verino. Non, pas Fais encore. un podcast avec Verino. Ouais, avec plaisir. Vraiment, si t'as l'occasion. Et c'est une des rares personnes avec qui j'ai eu des conversations aussi intéressantes, à part toi, sur. Très bien. Non, mais sur ce qu'était être sur scène et qu'est-ce que ça voulait dire et qu'est-ce que tu pouvais dire et comment tu pouvais aller vers quelque chose et de plus drôle et je sais pas comment et moi rien que d'avoir des conversations avec Verino et de le voir bosser parce que c'est ce que j'ai fait cet été et au Festival d'Avignon je le voyais bosser la journée, tu sais il écrivait son spectacle la journée, le soir et le soir voilà il jouait des trucs nouveaux tous les soirs et moi j'ai eu la chance de faire sa première partie pendant 10-15 jours cool. Et donc j'ai vu ça tous les jours et après en plus il rentrait et en fait je le voyais bosser après sur ce qu'il y avait et j'ai eu la chance donc, du coup de le voir et rien que nos conversations et de le voir bosser ça a changé plein de choses dans ma façon d'aborder la scène et c'est énorme donc vraiment parce que c'est d'une simplicité en même temps d'une complexité et bref et donc en tout cas et donc avec Verino lui il m'a donné des clés il m'a dit va voir effectivement Talking Funny a priori tout le monde connaissait sauf moi je pense je confirme tout le monde connaissait sauf moi et après là j'en ai parlé avec Yann Kojandi qui m'a envoyé le truc une vidéo qui s'appelait l'évolution de Louis C.K. Où tu le vois en fait parler de ce qu'il faisait et de comment d'un coup il en est arrivé à faire un spectacle par an et à parler de lui vraiment dans l'intime et à aller vraiment dans l'intimité et c'est pareil ça m'a hyper intéressée parce que c'est sur le processus et l'évolution puis l'évolution de ton boulot et puis surtout comment tu vas vraiment profondément toi et en même temps est-ce que j'ai l'impression d'être loin de tout ça tu vois mais loin dans quel sens? Loin dans le sens où moi j'ai l'impression de parler de moi mais finalement je suis pas vraiment tant que ça dans l'intimité c'est un truc qui m'intéresse j'ai envie d'aller vers ça mais je me rends compte que c'est ce que j'aime bien voir chez les autres en fait c'est ce que j'aime voir j'aime bien voir pas forcément tu penses pas? Non pas forcément tu peux parler de thèmes qui te sont pas forcément proches. Ouais, non, je pense que tu peux, mais je pense que... Tu peux rester très loin sans avoir intimité. Par exemple... Je pense que c'est ça qui nous intéresse, finalement. Au moins, nous les humoristes, parce qu'on sait... on sait lire quand il y a quelqu'un qui a écrit une vanne qui représente pas forcément lui en tant que personne et quand c'est même si il peut avoir une autre vanne qui est moins drôle mais plus authentique ça nous fait rire nous je parle d'humoriste peut-être un public dit je m'en fous de toi fais-moi rire bien sûr et donc tu parlais de tout ça pour dire que t'as un préféré entre les quatre. J'ai regardé et je crois que c'est Ricky Gervais. D'accord. Mais pas trop longtemps. Pas trop longtemps. Au bout d'un moment, ça me gonfle. D'accord, oui, ok. Je le trouve très fort, et au bout d'un moment, je me dis, mais c'est parce que c'est son flow et que j'ai du mal à comprendre l'anglais aussi, donc finalement, ça prend du temps, etc. Et en fait, on en parlait l'autre fois, pour l'instant, c'est Ellen DeGeneres. Pour moi, c'est une révélation, ça fait... elle est magnifique. Ça fait un mois que je découvre Ellen DeGeneres, et je suis épatée. C'est-à-dire que si plus grande, je veux être Ellen DeGeneres. Je trouve quand tu dis les Américains ont tout fait, déjà Ellen DeGeneres elle peut vraiment tout faire j'ai l'impression elle est physique elle est maligne elle est fine mais il y a plein elle est très très forte c'est fou et puis en plus avec son ça fait 11 ans qu'elle a c'est la 11e saison de son émission et elle commence, je sais pas si c'est à chaque fois ou en tout cas de temps en temps, elle commence quand même par un stand-up à chaque fois. Et tu fais un monologue. Depuis 10 ans, elle fait un monologue, ça dure 3 minutes. Mais depuis 10 ans ou 11 ans, elle fait un monologue tous les jours sur tout et rien. De son mariage jusqu'à elle a eu un petit bruit chez elle, tu vois. Et tu fais c'est ouf
Mais voilà, elle a elle a des auteurs. Ouais, elle a une équipe d'auteurs. Évidemment, mais après ils écrivent pour elle, mais il y a plein de gens enfin tu vois, plein d'auteurs, etc. Mais je sais pas, moi ça m'a ce qu'elle fait, parce que justement, tu vois, on parle d'intimité, sans forcément révéler des trucs d'elle, je trouve. Elle arrive quand même à te parler de toi. Mais sans être dans son intimité propre. Ça dépend. Elle te laisse croire qu'elle te laisse rentrer dans son intimité, mais je pense pas en fait. Mais elle a fait un spectacle juste après son coming out. Ouais. Qui était magnifique. C'était lequel ? Je me souviens pas. C'est celui où elle a un t-shirt avec la lune dessus ? J'en ai vu 3. Il y en a un. C'est possible, ouais. J'en ai regardé un hier en fait, où c'était juste après, effectivement, elle disait j'ai pas envie de vous en parler. Ouais. Ouais, elle a fait une danse. Ouais, elle fait une danse. Et juste, elle est tellement là. Ouais. Elle est tellement là. Mais là parce que, en fait, moi, j'avais pas réalisé qu'elle était bonne comédienne, en fait. Ouais. En fait, en vrai, j'avais pas réalisé ça. Elle est très bien. Ouais. Et c'est toi qui m'as dit ça lundi. Tu m'as dit, et en fait, c'est très juste. Elle est complètement là où elle est, et on la voit pas du tout passer d'un truc à un autre. Et elle est dans une énergie qui est très juste, je trouve. Ouais, justement dans ce spectacle-là, je sais plus comment il s'appelle. Je l'ai regardé hier. Bref, et dans ce spectacle-là, à un moment, elle fait la meuf qui s'endort, et les trucs auxquels elle pense, et elle a quand même devant elle une salle hallucinante. Et moi, c'est vrai que j'aurais tendance à aller dans l'énergie tout de suite pour dire allez, il faut attraper les gens, et elle, non, elle est juste là. La confiance d'aller où il faut aller. Ouais. Et de dire voilà, c'est ça. Et du coup, c'est une grande force de faire ça. C'est une grande force. Et en fait, de voir tous ces trucs et tout, ça me fascine à quel point, en fait, elle peut te parler de trucs. Elle peut te parler de tout, en fait. Moi, c'est ça qui m'a fascinée. C'est que vraiment, elle peut te parler de tout, de trucs hyper importants comme de trucs hyper importants. Banal. Ouais. Et elle est toujours dans la surprise de la vanne. Ouais. Dans un truc. Et ça m'a vachement. Ouais, j'aime vachement. Enfin, j'aime beaucoup. Et c'est la première fois, dans tous les trucs de stand-up américains que j'ai vu, c'est la première fois qu'il y a un truc qui me parle autant. Ouais. Est-ce que c'est sous-titré ? Tu le trouves sous-titré ? Non. Ah, tu arrives à suivre ? Ouais, ça va. Il y a des trucs que je suis larguée de ouf. Il y a des trucs que je fais, oh, ok, ça a l'air drôle. Les gens rient. Voilà, les gens rient, mais moi non. Et donc, t'es venu il y a 7 ans. Ouais, il y a longtemps donc. Et de la Bretagne. La Bretagne. Côte d'Armor. Côte d'Armor, ouais. D'Armor, c'est ça ? Saint-Brieuc, ouais. Je me souviens. Alors, c'est où ? Quel village ? C'est Ploufragan, c'est pas un village, c'est une ville. Ah, pardon. Il n'y a pas de menhir chez moi. Et donc, t'es venu à Paris pour faire ça. En fait, si tu veux, moi j'ai commencé le. Toi, t'as fait quelques cours de théâtre. Ouais, en fait, si tu veux, moi j'ai commencé. Je faisais des ateliers théâtre au collège, des trucs de base. Et un jour, je suis allée voir Anne Romanoff en spectacle. Et j'en suis ressortie en me disant, mais c'est un métier, en fait. Ouais. Et du coup, il y a le côté où tu fais ah d'accord, donc c'est un métier. Bon, bah je crois que ça me plaît. Et en fait, je suis allée vers le théâtre parce que j'avais envie de devenir humoriste. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à regarder. Pour moi, Muriel Robin, son spectacle Tout Robin, c'est juste. Je crois que c'est un best-of d'ailleurs de ses autres spectacles, mais c'est juste extraordinaire. Elle a un sketch qui s'appelle La Lettre. Où elle dit je viens de recevoir une lettre, excusez-moi, et en fait la lettre c'est une chanson de Jacques Brel, c'est Ne me quitte pas, et en fait elle fait ce truc là et elle te la lit et elle commente tout, et c'est tellement marrant parce que je trouve ça tellement intelligent. Et donc elle fait tout le truc, elle a des super vannes, elle te raconte tout le truc et elle se rend à aucun moment compte bref, et j'ai commencé à regarder des trucs comme ça, mais pas tant que ça en fait, pas vraiment beaucoup, c'est juste que c'était ce que je connaissais et que donc du coup voilà. Et donc, c'est tout de suite le côté humour qui t'a parlé. C'était pas être comédienne pour être comédienne. C'était vraiment l'humour. Ouais. C'était vraiment, je me suis lancée dans le tas parce que je voulais devenir humoriste. Oui. Et je suis allée voir Valérie Lemercier, extraordinaire. Enfin, vraiment, grosse. Voilà, j'ai adoré. Et du coup, je suis rentrée au lycée. Et au lycée, je suis allée voir ma première vraie pièce de théâtre. C'était un Platonov de la Cascade, mis en scène par la Cascade. Et c'était absolument extraordinaire. Et j'ai été bouleversée dans. C'était pas Platonov, pardon, c'était un autre truc. Mais enfin, bref. Et si tu veux, j'ai été bouleversée par le théâtre, parce que ça pouvait être, parce que ça pouvait où ça pouvait t'amener, etc. Et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Finalement non. Et en plus dans ce genre de théâtre là, dans le théâtre je vais dire subventionné, mais c'est pas le bon mot, mais voilà, dans ce théâtre là, dans cette l'humour c'est pas du théâtre.
Moi, je me rappelle avoir fait des trucs à la fac où on m'a demandé de commenter un spectacle, et j'ai commenté le spectacle de Muriel Robin, et vraiment, j'ai fait ce qu'on m'a demandé. J'aurais pu faire ça sur n'importe quelle autre mise en scène, etc. Et là, je l'ai fait, j'ai fait un commentaire, j'avais un avis sur tout, c'était critique, j'avais passé du temps, et en fait, on m'a dit, mais c'est pas du théâtre. Et tu fais, bah si, en fait, c'est du théâtre, et c'est juste, c'est pas parce que toi ça te touche pas que ça peut pas toucher d'autres gens, et que c'est pas autant un investissement, et que ça ne parle pas autant aux gens, tu vois, quand on parle de faire de la politique, etc. Pour moi, il y a aussi de ça, tu vois. Et après, j'aime pas trop de politique dans les spectacles. Et donc, du coup, je suis allée au conservatoire, etc., persuadée que j'avais envie de devenir une grande comédienne et tout. Et à un moment, j'étais dans un texte de Sarah Kane, je sais pas si tu vois ce qu'est. Sarah Kane, c'est quelqu'un qui a des textes très forts, c'est très trash, et donc en fait, à un moment, j'étais en plein milieu d'un truc, et je me suis rendu compte, je bavais, j'étais contre la moquette et tout, et je me suis rendu compte à ce moment-là au conservatoire que, non. Vraiment, en fait, si j'étais venue au théâtre, c'est parce que j'avais envie de faire de l'humour, et que là, ça, j'en étais pas capable. Et c'est pour ça que j'ai peur aujourd'hui, tous les trucs de faire du cinéma, faire des trucs et tout. Moi, ça me fait flipper. C'est d'être actrice dans... d'être actrice dans autre chose que moi-même, en fait. Ça me fait vraiment flipper. C'est vraiment, j'ai super peur. Après, je le ferai avec plaisir, tu vois. Mais c'est un truc... C'est pas ton but. Ça m'angoisse, Ton but, vraiment, c'est d'être sur scène. Et donc, en fait, et du coup, au conservatoire, alors que j'étais à la fac, je dis, non, j'ai envie de bosser... j'ai envie de devenir humoriste. Et donc, en fait, au conservatoire, ma prof m'a dit oui, d'accord, j'ai tout bien compris. Et après, elle m'a ramené un texte de Raymond DeVos, tu sais, qui faisait des jeux de mots avec à travailler comme un Molière. Et je fais non, je vais m'en aller. Et donc, en fait, effectivement, je suis partie, je suis venue à Paris. Et quand tu veux devenir humoriste et que tu sais pas comment faire, et ben, tu te dis, il y a peut-être des écoles, tu vois. Et donc, du coup, je suis allée au Théâtre Le Bout, 2 ans. Voilà. Ça t'a porté. Ça m'a apporté des contacts. Quelques-uns, en tout cas. Ça m'a apporté l'impro. Les cours d'impro étaient formidables. Il y a une prof qui s'appelle Émilie Pfeffer, qui est absolument extraordinaire. Elle joue dans un spectacle qui s'appelle Blabla, et qui est formidable. Et ça va, je suis pas trop chiante? Non, ça va. Ah non. Non, d'accord. Je raconte ma vie. Et c'est le but. L'impro, ça m'a vraiment aidé. Aujourd'hui, dès que t'as des petits jeunes, justement, par les jeunes générations qui viennent me voir et qui me disent alors, et ben, je crois que c'est l'impro qu'il faut aller voir, il faut faire absolument. Parce que ça t'aide sur tout. Ouais, c'est vrai. Ça t'aide sur les personnages, ça t'aide sur en fait, que tout puisse arriver. D'être sur scène et être à l'aise. Et aussi d'être déstabilisé et de ne pas paniquer. Et de pas paniquer. Et de pouvoir tout prendre. Tout peut arriver, donc du coup, d'un coup, tout est possible, et donc, viens. Accepte tout, Je t'attends. Parce que vraiment, je me suis rendu compte que j'avais beau avoir eu, je sais pas combien d'années de théâtre dans les pattes, j'étais jamais montée sur scène et je me connaissais pas sur scène. Et du coup... ça reste cérébral quelque part. Jusqu'à ce que tu montes sur scène et tu te mets dans une situation de danger. Tu te prends des bides. Mais des trucs... Je sais pas si tu te rappelles, nous on s'est rencontrés sur une scène de Samia Rosman. C'est vrai. Et ce jour-là, j'arrive sur scène et je fais mon sketch sur la déclamation baroque, donc qui est pas non plus le sketch le plus enfin tu vois, le plus grand public. Voilà, c'est ça. Et je fais mon sketch sur la déclamation baroque, tu sais, et donc à un moment je m'arrête et je dis, et là vous êtes en train de vous dire que mon spectacle il va être hyper long. Et ça, normalement les gens rient, et là gros silence, il y a quelqu'un qui fait effectivement et là tu fais ok. Donc t'as pris un bide aussi? Ah oui, c'était horrible. Parce que moi j'ai pris... Je me rappelle, on en avait parlé à la sortie. Ah, mais c'était affreux. C'était horrible. Et moi, c'était... Mais c'était... Il y avait pas mal de monde, il y avait quoi Il y avait du monde, c'était une grande salle. Mais je pense aussi, c'est parce qu'on n'avait pas l'habitude de gérer des salles comme ça. Non, c'est sûr, c'était une de mes premières scènes. Moi, j'avais mon texte mémorisé, je le récitais comme un enfant à réciter un poème. C'était... et maintenant, ça c'est mes vannes. Tu vois. Et pourquoi on parlait de ça? Parce que je m'étais pris un gros bide. Ouais, et pourquoi on parlait de bide? Parce que... parce que tu voulais dire que t'es monté là, la première fois, ça a fait ton sketch, et ça collait pas. Un bide, c'était horrible, c'est catastrophique. C'était peu après que tu commençais à monter? Ça faisait pas très longtemps, faisait pas très longtemps. Un peu... Et après ce genre d'expérience, t'avais envie de changer, ou t'avais l'impression que c'était le public qui avait tort? Je me dis jamais que c'est le public qui a tort. Je crois qu'il faut jamais se dire... que c'est de leur faute à eux. C'est dur. Je suis d'accord avec toi, mais des fois je dis par exemple, sur cette soirée-là particulièrement, je m'étais dit mais laissez-moi entrer, tu vois, laissez-moi venir, laissez-moi une porte ouverte. Sinon je peux pas rentrer. Mais alors ça, tu vois, t'en as parlé avec Yacine et j'ai trouvé que c'était vachement bien ce que vous disiez. Je me souviens pas.
Qu'est-ce qu'on a dit? Et ben, c'était un truc du genre que voilà, que si les gens, ils sont pas... S'il y a pas un public qui est sympa... Qui sont un peu un minimum d'ouverture. Et qui vont essayer de te donner un minimum envie de leur... Tu vois, je me souviens, il y a ce truc-là. Et je crois que... Ouais, si les gens te laissent pas la porte, si les gens tout de suite se disent non, bah tu fais oui mais laissez-moi entrer. C'est un peu notre cliché des Français, surtout parisiens, c'est qu'ils arrivent le bras croisé et ils disent fais-moi rire, j'ai payé ma place. Voilà. Et je vais être à 100% passif dans cet échange et mais au-delà de ça, je pense que parfois t'arrives et les gens ils te voient, ils font ah non. ouais, tout de suite. Mais malgré tout, c'est pas pour ça que tu dois pas réussir à les faire rentrer dans ton monde. Et c'est en ça que je pense que c'est toujours. Si tu commences à te dire c'est le public qui comprend pas ce que je fais, c'est foutu. C'est toujours. On peut toujours dire ça. Tu peux pas se mettre en question. Tu te remettras jamais en question et t'avanceras pas. C'est dommage. Tu peux pas faire ça, c'est horrible. Penser que t'es un incompris, non. Et donc, faire en sorte qu'on te comprenne. Donc, après ça, tu t'es dit quoi? Sur certains moments, je me suis dit... En fait, c'est soit tu te dis j'arrête tellement c'est vertigineux. Vraiment, moi, quand je me rappelle, quand je suis toute seule ou quand j'ai des nouveaux textes ou quand je sens que ça marche pas, pour moi, t'es au bout d'un ravin et t'es tout seul et t'es comme ça. Là, je fais un geste par rapport à... Si tu veux, un geste de Christ, de Jésus-Christ devant une falaise. Voilà, t'es devant une falaise et t'as du vent et soit tu tombes dedans, soit tu te dis c'est pas grave, je vais me reculer d'un pas et voilà. Et en fait, je pense qu'il faut continuer et bosser. Mais c'est long, quoi. Ouais, c'est long. Et tu sais, c'est ce genre de scène où les gens sortent en te disant tu fais autre chose à côté. Sous-entendu, j'espère que t'as autre chose à côté. Et ça, c'est horrible. Ou les gens qui font bon courage. C'est horrible. Mais ce qui est ironique, et ça revient au début de notre conversation avec Stéphane Bach, c'est que ça peut prendre très longtemps, ça peut ne pas prendre longtemps. Et est-ce que ça te frustre? En parlant des petites maïs qui on dit pop, qui se deviennent popcorn. Et oui et non. C'est-à-dire que des fois, tu regardes, tu fais pourquoi pas moi. Et en même temps, d'un côté, tu vas sur scène, tu fais parce que je suis pas prête. parce que ça prend du temps et que aujourd'hui je vois. Mais à quel point c'est une question de talent, à quel point c'est une question de un truc de chance, une chance ou un truc qui fait que Stéphane Bach était un espèce de... Parce qu'il arrive à un bon moment. Il était jeune. C'est-à-dire que son truc, comme Kev Adams à l'époque, c'était c'est le mec qui a dit ça. Il avait 15 ans qui fait ça. Donc tout de suite, c'est je cherche le mot, un phénomène, tu vois. Oui, bien sûr. Mais parce que les gens ont envie de l'aimer, parce que les gens le trouvent intéressant, parce qu'il est mature aussi, parce qu'il faut pouvoir le recevoir. C'est sûr. Si tu reçois pas ça, si t'es pas prêt, si t'es... Lui, je sais pas si c'était son envie, mais en tout cas, ce qui lui est arrivé, ce qui lui arrive, c'est rare. Après, il faut le tenir dans la durée, mais il s'en sort vraiment super bien. C'est-à-dire que c'est quand même un mec qui pèse, quoi. Et aujourd'hui, mais pour le coup, il est pas sur scène. Il est plus sur scène, mais par contre, il a un professionnalisme. Mais il n'a jamais eu une heure, finalement. Non. Il a fait le tour du monde avec 10 minutes. Ouais. Mais tant mieux pour lui, c'est sûr. Et puis si c'est ce dont il a envie, c'est top. Moi, ça me frustre sans me frustrer. C'est-à-dire que à certains moments, je me dis il y a vraiment ce côté, tu fais mais moi aussi, quoi. En fait, c'est pas tant leur côté célèbre ou leur côté, tu vois, c'est pas ça. C'est le côté confortable que je trouve confortable chouette. Financièrement ou à leur place. Pas que financièrement, effectivement, non, c'est confortable de se dire si je joue, il y a quelqu'un qui va venir, il y aura des gens qui auront envie de savoir que je joue et qui auront envie de venir me voir et qui auront envie de payer et que je pourrais me concentrer sur ce qui est important, c'est-à-dire que créatif et pas passer son temps à essayer de faire des plateaux parce que j'ai envie de remplir ma salle et que il y a mon affiche qui est comme ça, il faut que je pense à la changer parce que c'est pas mon métier. C'est pas mon métier de faire de la com, c'est pas mon métier et c'est fatigant de devoir penser à ça et c'est vrai que de savoir qu'il faut se vendre et qu'il faut être sympa avec tout le monde et que c'est compliqué de gérer ça, je trouve. Enfin, je sais pas comment toi tu le gères, mais c'est compliqué de savoir à un moment se placer, de savoir ce que tu vaux, de savoir à quel moment t'es prêt, à quel moment tu dois faire venir des pros, à quel moment enfin, il y a ce côté aussi, moi je me rends compte, à chaque fois que je commence à me dire que je suis bien dans mon spectacle, à un moment il y a une grosse désillusion où je me dis c'est de la merde. Et du coup tu te fais putain. Mais est-ce que c'est ça?
C'est difficile à avoir ce moment, mais quelque part c'est ça pour ton évolution. Bien si sûr. toi tu faisais un spectacle génial tout de suite, il y aura pas forcément une évolution. Après un moment, c'est sûrement dans Louis C.K. il a parlé de ça. Il avait beaucoup de blagues qui marchaient très bien, mais après un moment, il s'ennuyait avec et c'était plus, ça correspondait plus à lui. Sûr. Et donc, ce sont des moments très durs parce que tu dis, il faut que j'arrête. Mais c'est pas ça, c'est juste qu'il faut que tu changes quelque chose. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis que ton exigence, elle est plus haute. T'as une plus grosse exigence de scène. Donc, quelque part, tant mieux. T'as une plus grosse exigence de texte. Que t'as une plus grosse. Et c'est. Ouais, je sais pas, c'est. Et moi, ça me frustre pas de voir les autres. Je suis heureuse pour eux, en fait. Je trouve que c'est mérité, en fait. Tous ces gens qui cartonnent. Bérengère, en plus, moi, j'ai la chance de faire sa première partie à Bérengère Krief. C'est une chance énorme. C'est cool. Toutes les semaines, je fais sa première partie. Toutes les semaines, j'apprends à jouer devant 450 personnes. Elle est au grand point virgule. C'est-à-dire 450 personnes qui sont là pour m'écouter, à qui je donne des tracts, qui font ma pub. Aujourd'hui, quand je demande dans ma salle qui vient de la part de Bérengère, il y a les 3/4 de la salle qui applaudissent. Pour moi, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est génial. Et j'ai cette chance-là, d'avoir, voilà, et d'apprendre. Quand je te disais tout à l'heure que je regardais Verino, ça m'a fait changer beaucoup de choses, c'est de regarder Verino et de regarder Bérengère bosser. Je vois le spectacle toutes les semaines, c'est un truc de folie de voir des gens travailler, moi ça m'inspire beaucoup, et c'est hyper impressionnant. Je suis pas jalouse, c'est quelque chose que je souhaite pour moi, mais c'est pas quelque chose dont je suis jalouse. Et je suis pas non plus frustrée. Parce que effectivement j'aimerais bien moi aussi faire des grandes salles et arriver sur scène et juste avoir à me poser la question de savoir si je vais être bonne ou pas, savoir si j'ai l'énergie et me maquiller et y aller. Après c'est d'autres problématiques, d'autres questions, c'est un autre niveau, c'est pas les mêmes angoisses, c'est pas les mêmes tout ça c'est pas produit. Non. Est-ce que c'est un but pour toi? Ouais. Pour ne pas réfléchir à ça. Parce que ça t'aide, parce que c'est une visibilité, parce que c'est de l'investissement qu'il y a sur toi. Aujourd'hui, quand c'est moi qui investis sur moi, c'est beaucoup. Quand je pars au Festival d'Avignon et que ça me coûte 15 000 €, c'est beaucoup d'argent, il faut le trouver. Et c'est de l'argent que j'ai pas. Quand je suis partie au Festival d'Avignon, à l'époque, je gagnais 1 200 € par mois. Comment tu veux économiser 1 500 €, enfin, 10 000 €, 10 ou 15 000 €, tu peux pas, c'est pas possible. Donc, c'est quand t'as quelqu'un qui dit bah viens moi je t'amène là et en plus tu vas être payé t'as juste à bosser et à être bon après et ça c'est génial après oui non c'est un but parce que c'est pratique après je m'en sors comme je fais tu vois mais et donc là toi t'es pas produit non plus non et t'aimerais bien je sais pas je me pose la question je sais pas vraiment oui mais je pense que je me méfie trop et à la fois oui j'ai pas envie de réfléchir à tout ça mais en fait idéalement j'aimerais que j'ai même pas besoin de producteur mais ça c'est un grand idéal tu vois que tu puisses en faisant une chronique ou peut-être plus tard une première partie de quelqu'un naturellement les gens vont venir tu vois ça c'est dans le monde de rêve mais pourquoi pas aussi tu vois voilà par exemple mon spectacle en anglais marche bien parce que je suis sur quelques bons sites pour les touristes et il y a une petite bouche à oreille et que ce soit un des rares choses en anglais à faire à Paris. C'est un grand avantage. Oui, c'est sûr. Et c'est assez rodé, tu vois, même si moi, encore une fois, j'ai eu récemment ce moment où je voulais tout jeter et dire non, mais j'en ai marre. J'en ai marre de cette vanne que j'ai fait depuis 18 mois. Ça me correspond plus. J'aimerais aller ailleurs. Tu te renouvelles beaucoup, toi? Le spectacle en entier, non malheureusement, mais plein de parties, oui. C'est-à-dire que j'ai jamais complètement jeté tout et recommencé complètement à zéro. Mais si on parle de mon spectacle en anglais par exemple, si on le compare aujourd'hui par rapport à il y a 2 ans, oui, là je dirais presque la moitié, n'est plus pareil. Donc c'est bien, mais c'est pas assez de changement. Il faut que même alors que tu écris des chroniques, t'arrives pas à forcément Le problème c'est que je suis feignant. Maintenant c'est pas vraiment une question de feignant, c'est une question de temps vraiment. Bien sûr. Avec ma petite, c'est compliqué. Heureusement il y a les chroniques parce que ça me force à écrire, comme on a parlé lundi soir, à écrire
3 minutes de matos, on dit material, nouvelles chaque semaine. C'est génial. Mais ce qu'il faut faire maintenant, c'est de prendre les bonnes idées qui peuvent entrer dans un spectacle et trouver le mettre. Avec Navo, justement, pour mon spectacle en français qui est en réécriture. C'est top que tu bosses avec Navo, moi je trouve ça top. Ah, j'adore, c'est très bien. Moi particulièrement, j'ai plein de projets en fait. J'ai spectacle en anglais, spectacle en français. J'écris avec ma copine une pièce, chronique, podcast, tu vois. Donc déjà j'emmène de plus en plus des humoristes américains en France. Donc ça c'est notre truc. Donc je m'occupe pas mal et donc c'est difficile à trouver le temps de vraiment tout faire. Quand est-ce que tu commençais à vraiment faire des plateaux? C'était à partir de... Tout de suite, j'ai commencé dès que... Donc il y a... J'ai commencé quand j'ai commencé, en fait, j'ai fait des plateaux. En fait, quand j'ai commencé, j'ai eu la chance d'avoir dans mes amis... En fait, moi j'ai commencé par faire la mise en scène de Shirley. D'accord. Je faisais pas d'humour encore. Enfin, j'étais venue à Paris pour faire ça, mais j'avais pas de sketch. Et comment tu connaissais Shirley? Par Candy, que je connaissais par le slam, en fait. D'accord. Donc en fait j'ai travaillé avec Shirley et avant même de commencer à moi et j'ai l'impression en fait que j'ai commencé vraiment à faire des trucs pour moi vraiment depuis 4 ans, depuis qu'en fait Shirley et moi avons arrêté de travailler ensemble. D'accord. Et depuis je fais la mise en scène d'Olivia Moore avec qui je coécris. Toujours? Oui, ça pour le coup ça fait un an et demi. D'accord. Et ça c'est super parce que ça m'a donné confiance sur plein de trucs. Parce que d'un coup tu... De quoi? L'écriture ou la mise en scène? Les deux. D'un coup, l'écriture, d'écrire avec quelqu'un, je me rends compte qu'en fait, pour moi, j'ai beaucoup de... Pour mon spectacle, j'écris assez peu, tu vois, tu parlais d'être feignant, j'arrive pas. Moi, j'arrive pas, une fois que c'est écrit, j'arrive pas à retravailler. Et puis, je suis pas une fille qui fait des vannes, un peu comme Romain Chélan, tu sais, qui écrit de la vanne tout le temps et qui est très fort pour ça. Mais moi, j'arrive pas, je sais pas faire de punchline, j'arrive pas. Mais moi, je crois que j'ai besoin qu'on me dise que c'est marrant avant de pouvoir me lancer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et là, justement, je suis en train, en ce moment, de me dire, vas-y, teste, si t'as des trucs que tu trouves marrants la journée, teste-les le soir, tu t'en fous. Et je me rends compte, c'est un truc, j'ai l'impression d'être un petit peu émerveillée par ce truc de me dire, bah vas-y, teste, tu peux parler de tout, un peu comme Ellen DeGeneres. Tu peux parler de tout, un peu comme... Enfin, si Verino te dit que si toi tu trouves ça marrant, et bah c'est que c'est marrant et qu'il faut que tu trouves un... Et bah vas-y, fais-le. Et puis dégage si ça marche pas. Et c'est en ça que c'est assez marrant en ce moment, parce que j'ai l'impression que mon spectacle est en bordel. C'est un bordel hallucinant, c'est un chantier. Je suis en chantier pour l'instant. Mais tu joues régulièrement maintenant? Toutes les semaines, ouais. D'accord, c'est où? À la Comédie des Trois Bornes. Ah oui, je me souviens. À la Comédie des Trois Bornes. Et c'est quel soir? Les mardis à 20h15. D'accord. Et donc, est-ce que c'est... Moi, j'ai du mal, dis-moi si toi, t'es pareil, de retravailler le spectacle pendant que je le joue. C'est-à-dire pas... entre deux dates, de changer quelque chose. Mais moi, j'ai du mal à me mettre sur mon spectacle. Hein. J'ai du mal à me mettre sur le texte, vraiment. De toute façon, j'ai du mal à bosser quand il faut bosser. Mais j'ai du mal à... Moi j'arrive pas par exemple il y a un sketch que j'ai depuis des années maintenant, c'est mon premier sketch, celui de la déclamation baroque, il a pas changé en fait, c'est le même, il y a 2-3 vannes si tu veux qui ont évolué parce que voilà, mais c'est le même et j'ai du mal à voir comment je pourrais l'amener autrement alors qu'il faudrait que je l'amène autrement. Mais est-ce que peut-être c'est une question de loter complètement? Oui, peut-être après ça prend du temps parce qu'il faut remplacer par quelque chose d'autre et que ça prend du temps de mettre un truc en place qui soit au niveau, etc. Mais en fait, c'est parce que j'ai 2 sketchs sur le théâtre et à terme, j'aimerais les enlever tous les deux, ou en tout cas, j'aimerais que tous les deux ne fassent plus qu'un. Mais parce que pour d'un coup avoir que le plus fort et puis pas qu'on ait l'impression d'être dans un truc où la fille elle regrette de pas faire de one, enfin de pas faire de théâtre. Donc je sais pas, mais je suis assez lente pour tout ça. Mais là, du coup, je me dis sur les nouvelles choses que j'ai. Je me dis, mais vas-y, c'est pas grave. Vas-y, parce que ce que t'as, par ailleurs, les gens ils sont contents de mon spectacle, a priori. Donc je me dis, bah donne-toi un petit temps là-dedans pour te dire, c'est mon espace de liberté, j'ai le droit. Et teste. Et ça prend du temps. Ça, c'est pareil, c'est Verino qui me l'a dit. Verino, il m'a dit au début. Mais alors, Verino, mon Dieu, mon maître. Qui m'a dit. C'est ça, c'est mon goût. Il m'a dit, mais garde-toi 5 minutes à la fin pour tester des trucs. Et moi, j'ai dit ouais. Et c'était en septembre. Et on est là maintenant en janvier et ça commence à se mettre en place que maintenant. Donc c'est vraiment très long. Mais je pense aussi, tu arrives que maintenant à faire ce genre de choses après tant d'années d'expérience déjà. Oui, bah après il y a des gens qui arrivent à faire tout le temps. Hein. Candy, elle est impressionnante
d'imagination, d'efficacité, de test. Ouais. Dire, Candy, je sais pas si t'as vu, tu lui as dit ça va en ce moment, Candy, il te répond toujours je teste du nouveau matériel. Ouais. Et c'est vrai, et c'est très fort. Ouais. Et son nouveau matériel, tu fais ah ok, c'est nouveau ça. D'accord. Ouais. C'est très fort. Mais bon, après, voilà. Donc, t'aimerais travailler quoi cette année? Donc ça, j'imagine. C'est quoi ton but de cette année? De mon spectacle, tu veux dire en tout. Faire évoluer mon spectacle. Pour moi, c'est important. J'ai envie que ça change. J'ai des idées en plus. J'ai des trucs. J'ai l'impression en fait que mon spectacle a plusieurs passages qui sont un peu différents. J'ai l'impression que t'as un passage, comme du coup c'est un spectacle, tu sais, que tu traînes depuis longtemps, alors du coup ton écriture elle évolue, et puis ce que t'as envie de raconter évolue aussi, donc j'ai l'impression qu'il y a des blocs qui sont plus vieux, donc moins j'ai l'impression que c'est pas forcément cohérent surtout parce que du coup tout est pas forcément donc j'ai envie de bosser là-dessus, j'ai envie de bosser sur la mise en scène de manière générale de ce spectacle-là, donc il y a ça, donc je voudrais faire ça, je repars à Avignon, je voudrais faire un bel Avignon, c'est important parce que je l'ai jamais fait, c'est très physique. Ouais, et donc ça t'a plu? Tu vois ça comme un entraînement en fait? Non, c'est pas un entraînement, c'est la guerre. Ça, t'es plus à l'entraînement, t'es directement dedans. Il y a 1400 spectacles en même temps, il faut que tu remplisses ta salle. T'avais du monde? Ça va, c'est pas la folie, mais ça va. Je fais pas des salles remplies, blindées, mais en tout cas, ça va, je m'en sors. Mais après, ça ramène une tournée. J'ai la chance d'avoir des partenaires maintenant qui me suivent. Aude Galliou, Joachim Rachidi, c'est une chance énorme d'avoir un tourneur, une manageuse, tu vois, c'est génial. Et donc du coup, ils m'aident pour qu'Avignon soit plus beau et que derrière j'ai une tournée et que machin. Donc ça c'est top. Mais par contre, donc j'aimerais bien refaire un bel Avignon. Et l'année dernière en fait à Avignon j'avais fait un truc qui s'appelait Pacalo. C'était des petites vidéos. Alors après moi je suis pas monteuse, je suis pas réalisatrice, j'ai jamais rien écrit. J'ai vu un mois un. En fait, j'ai fait ça avec plein d'humoristes sur le moment. En fait, je voulais raconter Avignon. L'idée, c'est de raconter Avignon, c'est de me dire voilà, j'y vais et puis je parle des régisseurs, comment ils sont sur Avignon. Je vais parler des comédiens, je vais parler de ce que c'est que tracter, je vais parler de pour qu'en fait les gens ils voient. Ça s'appelait Chronique In du Off. C'était vraiment Chronique In du Festival Off d'Avignon parce que je voulais que les gens voient ce que c'était le festival de notre côté à nous, les comédiens. Parce que les gens ils arrivent, ils font ah c'est magnifique, il y a une ambiance formidable. Toi tu fais mais moi dans l'intérieur je suis morte de fatigue. Et la prochaine personne qui me fait telle blague, j'ai envie de la défoncer. Et en fait c'est juste, du coup j'avais envie de raconter ça et donc du coup je l'avais fait. J'étais partie avec ma petite caméra et je l'ai fait. Et c'était beaucoup de travail parce que je suis pas, et accessoirement c'était pas forcément aussi efficace que plein d'autres trucs parce que moi c'est pas mon travail et que je l'écrivais le jour même et que c'était, et j'aimerais bien refaire ça à Avignon cette année, c'est un peu mon objectif, et puis avoir des dates et puis tourner et voilà et là je reprends dans le magazine Sensuel, je reprends la chronique de Christine Béroux. Ah c'est cool. Ouais, ça c'est top, je suis super contente, ça me donne l'occasion d'écrire. Donc ça c'est un article, c'est écrit. Un article tous les 2 mois, D'accord. Ça commence là en mars. D'accord. Donc ça je suis contente, je suis fière. C'est cool. Une publication papier et puis voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et donc à part le spectacle, t'aimerais faire quoi cette année? J'aimerais bien, là je te dis, déjà j'ai tout ça, il y a cette histoire j'aimerais bien me faire des chroniques à la radio aussi. Je pense que, tu sais que je me sens vachement chroniqueuse. Parce que justement je suis pas dans de la vanne. Je me sens chroniqueuse, c'est bizarre hein. Même sur scène, j'ai parfois l'impression d'être chroniqueuse. Je pense que tu peux être une très bonne chroniqueuse. C'est gentil. C'est vrai, c'est sincère. Il faut tenter, t'as fait déjà. Tu l'as fait sur internet. J'ai fait un peu sur internet, là je te dis il y a le truc de Sensuel. Et ça s'est bien passé sur internet. C'était cool, mais même tu l'as lu. C'était comme une radio, tu as lu. Non, c'était écrit. Ah, c'était écrit. C'était écrit et tu sais, j'avais passé les auditions, tu te rappelles, on l'avait tous fait, les auditions d'Europe 1. Ils avaient fait un grand casting. Tu l'avais pas fait toi? J'avais l'impression que je t'avais croisé là. Non. Ils avaient fait un grand casting. Europe 1 ou France Inter? Europe 1. D'accord, non, j'ai pas fait. Ils avaient fait un grand casting Europe 1 où en fait tout le monde y avait été. Il y avait plein de gens. Tu faisais là que 7 heures pour jouer, pour venir. Tu venais dans une petite boîte et puis tu faisais ta chronique et puis en fait après ils en choisissaient 4 ou 5. Ah oui, non. Et moi en fait j'étais dans les finalistes. J'étais dans les 30 choisis. J'étais première des votes sur internet. Ah oui. Et je me suis dit c'est cool, en fait ça me plairait vachement, je crois que ça me plairait vachement de faire de la radio. Toi comment t'en arrives à faire de la radio? Un coup de chance. Comment ça s'est passé? En fait j'étais dans le final Humour Capital en 2011 et pour faire un coup de pub pour le festival on m'a envoyé, c'est de la boîte de production Robin Eco. Ils m'ont envoyé à RTL pour faire juste un petit passage du stand-up devant un public. Je me souviens pas. C'est le truc de Laurent Boyer, non?
Sûrement. Et c'est un mec avec des cheveux gris. Ouais, c'est ça. D'accord, il faut décrire les gens physiquement parce que sinon, à part Stéphane Bern maintenant, je connais personne. Donc oui, c'était à son émission. Je suis allé faire 3 minutes de mon stand-up devant 80 personnes, notamment des vieux, qui n'ont rien compris à mon truc. Donc c'était, à mon avis, c'était un bide. Je voulais vraiment juste me casser de cet endroit et j'ai dit, ok, bon, moi j'ai fait ça, c'était un coup de pub pour le festival, mais je sais pas si j'ai bien représenté le festival. 9 mois plus tard, le temps pour avoir un gosse, une femme de RTL a cherché un chroniqueur pour Stéphane Bern via Facebook. C'est pour ça qu'il faut toujours être sur Facebook pour une raison professionnelle. Elle m'a contacté, elle m'a envoyé des messages, elle a dit salut, je me souviens de toi, on est à la recherche de chroniqueurs, je pense que tu as un regard unique. Ouais. Est-ce que ça te dirait de nous envoyer quelques exemples de quelque chose que tu peux faire? Et donc j'ai envoyé, je pense que c'est 2 chroniques fictifs. Tu vois, elle a dit, disons qu'on a Michael Youn. J'ai dit qui sur le plateau fait une chronique parce que j'étais sur l'invité. D'accord. Et j'ai écrit 1 ou 2. Après, ils ont dit, très bien, les gens, on aime, viens, fais ça live. Et donc, j'ai fait ça live. Et voilà, une chose en entraînant une autre. Ouais. Et donc, j'étais sur... Bon, c'est de la mission de Stéphane Bern. J'étais là un peu plus qu'1 an. Et depuis septembre 2013, je suis sur France Inter. C'est cool. Donc, c'est un coup de chance. T'as une question à me poser? Ou tu m'as déjà posé une question? On peut dire que ça, c'est la question. Une question à te poser? Ouais. Ah, je sais pas. C'est quoi, toi, tes objectifs? C'est quoi ton... J'ai trop de... j'ai plein de résolutions de cette année. Ouais, c'est quoi ta résolution, alors? Comme j'ai cité tout à l'heure, un peu remonter sur scène en français avec un spectacle dont je suis fier 100%. Ouais. Ça c'est dur parce que je suis jamais. Évoluer mon spectacle en anglais, continuer à monter, continuer chronique, monter sur scène avec ma chérie dans une pièce, faire le podcast, vraiment garder 2 fois par mois. Ça c'est bien, ouais. C'est un but aussi. C'est un super truc. C'est pas encore. On verra. Et je pense que c'est déjà pas mal. Promo t'as déjà un peu fait. Ouais, les mardis à 20h15 à la Comédie des Trois Bandes. Si les gens écoutaient jusque là. Ouais. tu seras là jusqu'à quand, tu sais? Jusqu'à fin juin. Après je serai au Festival d'Avignon. Non, moi je reste. T'es là. Je suis là vitam aeternam. D'accord. Ok. Donc voilà quoi, comme d'habitude, j'aurais pu parler 1 heure de plus avec l'invité. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook, liker tout ça. Comme ça, vous pourrez être au courant de tous les épisodes qui sortent. Si vous voulez me voir sur scène, vous pouvez venir le vendredi et samedi au So Gymnase. Je joue en anglais. Donc ça, c'est que pour les anglophones. Et parlant des choses pour les anglophones, le prochain épisode sera avec Tom Rhodes, qui était ici à Paris pendant quelques jours. Il a joué au So Gymnase. Et c'est un grand honneur d'avoir cet humoriste qui a 30 ans de carrière derrière lui. Et donc, j'ai fait un podcast avec lui. Malheureusement, pour la plupart des gens, c'est en anglais, mais c'est hyper intéressant. Si vous hésitez, si vous vous dites je sais pas, allez-y, écoutez le podcast, même si c'est en anglais, et ça va sortir très bientôt. Osez, il faut oser dans la vie. Voilà quoi.